Dans le monde, on compte qu'il y a environ 250 000 jusqu'à 300 000 enfants soldats. Par définition, un enfant soldat est une personne âgée de moins de 18 ans qui travaille pour un groupe armé. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils vont rentrer dans les groupes armés, pourquoi ils vont être forcés aussi à rentrer dans les groupes armés. Donc le recrutement en tant que tel a deux façades. Donc tu as le recrutement forcé puis tu as le recrutement volontaire. Le recrutement forcé, c'est l'histoire qu'on entend souvent plus parler, donc c'est souvent plus dans le continent africain aussi, où des groupes guérillas ou des groupes armés vont rentrer dans un village, vont venir piller le village, vont tuer hommes, femmes souvent, vont prendre les enfants pour les amener avec eux dans les camps pour les former en tant qu'enfants soldats. Tu as des enfants aussi qui vont rentrer dans les groupes armés à cause de menaces. Donc, si tu ne me suis pas, je vais tuer ta mère, je vais tuer ton père. Donc, ils n'ont pas le choix de suivre le groupe armé et devenir un enfant soldat. Tu as de l'autre côté aussi une question des enfants soldats qui vont rentrer d'une façon volontaire dans les groupes armés. Donc ça, c'est souvent le cas en Colombie. En Colombie, on dit 90%, bon, les chiffres sont un peu dépendamment des études qu'on lit, mais entre 80 et 90% des enfants rentraient d'une façon volontaire dans les groupes armés. Donc, ils décident de leur propre choix, disons, d'aller suivre les groupes guérillas, d'aller suivre la formation avec eux, de devenir des enfants soldats. Faut prendre en considération, par exemple, que le terme volontaire, c'est un terme qu'il faut étudier avec précaution. Les enfants, souvent, qui vont rentrer d'une façon volontaire, c'est souvent dans un contexte de pauvreté, dans un contexte où il n'y a pas nécessairement d'éducation, dans un côté où ils sont marginalisés au sein de leur société. Donc, le volontarisme, c'est en fait, je décide de rentrer dans les groupes armés parce qu'ils vont m'offrir de la nourriture, ils vont peut-être m'offrir un toit, je vais être avec d'autres jeunes, je vais peut-être avoir accès à une éducation informelle, mais quand même faire partie d'un groupe. Puis de l'autre côté, si je reste à la maison, j'ai pas de nourriture, je m'occupe de mes frères, de mes sœurs, j'ai de la misère à survivre. Les enfants aussi, quand on les prend assez jeunes, il y a des enfants qui vont rentrer dans les conflits armés à partir de 7 ans. Donc on s'entend à 7 ans, tu n'as pas encore ta personnalité, tu connais pas la différence entre le bien et le mal nécessairement. Tu sais pas ce que tu fais, tu écoutes les adultes parce que les adultes ont raison, techniquement. Donc ils vont rentrer très très jeunes dans les groupes armés. Ils vont souvent vivre un genre de brainwash aussi, qui est beaucoup plus facile de brainwasher des enfants que des adultes. Donc on va apprendre à les aux enfants dès qu'ils sont jeunes, comment tuer, comment l'autre personne c'est méchant, comment nous on est les gentils, que nous on a une raison de tuer. Donc c'est beaucoup plus facile de les utiliser de cette façon-là, truc aux enfants. Dans beaucoup de pays, dans la majorité des groupes armés, il y a une grosse présence de drogue aussi. Donc c'est pas rare les cas où les enfants sont drogués, où les enfants boivent de l'alcool, soit avant d'aller faire un massacre ou avant d'aller faire une action, ou même quotidiennement que les enfants sont toujours drogués, donc ils sont encore plus soumis, donc ils perdent leur jugement. Donc il y a la manière des drogues, c'est clair. Une autre façon qu'on va forcer les enfants à faire des trucs, c'est au niveau des menaces. Donc on s'entend qu'un groupe armé, c'est la force brute, c'est les conflits. Puis on va souvent menacer les enfants aussi, donc si tu vas pas tuer telle personne, on va tuer ton frère qui fait aussi partie des groupes armés, ou quelqu'un qui essaie de sauver du groupe armé va être tué, banni, va être flagellé, des trucs, n'importe quelle sorte de torture qu'on peut imaginer, pour montrer en exemple aux autres enfants aussi qu'il ne faut pas essayer de s'échapper, pour montrer la bonne exemple. Donc il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de menaces aussi dans les groupes armés. On estime qu'il y a environ une trentaine de pays qui sont prises avec la problématique des enfants soldats. La plupart des groupes vont avoir une formation pour les jeunes, donc une formation assez stricte de maniement des armes, de comment démonter et remonter son arme. On dit aussi qu'il y a plusieurs fonctions, il y a plusieurs rôles dans les groupes armés. Donc un enfant, c'est pas seulement l'enfant qui va avoir le fusil sur lui. Tu sais, la photo qu'on voit toujours du petit enfant noir qui a le gros gun, ça existe, c'est clair, là. C'est aberrant.
Sauf qu'il y a aussi beaucoup d'autres rôles, beaucoup de fonctions à l'intérieur des groupes armés. Donc, tu as des enfants qui vont être mineurs, donc aller poser des mines. Tu as besoin des enfants cuisiniers aussi au sein du camp pour faire la nourriture, pour prendre soin des autres personnes. Tu as des porteurs, tu as des messagers, tu as des espions. Donc, les rôles à l'intérieur des groupes armés, en fait, tu as beaucoup de fonctions dans un groupe armé. Puis l'enfant ne va pas nécessairement seulement être porteur d'armes, disons, ou aller au front, mais il va aussi être cuisinier ou il va aussi faire plusieurs rôles. Donc on dit souvent que les rôles vont s'interchanger à l'intérieur du groupe. Le cas des filles aussi, qui est assez spécial parce qu'on ne parle pas nécessairement beaucoup des filles soldates. On commence à en parler de plus en plus puis se rend compte de l'importance du phénomène. Comme je disais, il y a un tiers à peu près d'enfants qui seraient des filles dans les groupes armés. Puis bon, c'est quand même des questions un peu différentes à venir aborder. Dans beaucoup de conflits, les filles, en plus d'avoir le rôle soit de porteuse d'armes, de cuisinière, d'espionne, la même chose que les garçons feraient, il y a aussi un rôle en tant que, elles peuvent être esclaves sexuelles, elles peuvent être femmes à marier, donc le corps de la fille va être utilisé aussi. Tu as souvent des styles de sacrifice, si je peux appeler, ou des rituels pour venir ramener tout l'esprit de groupe ensemble en même temps, de forger une idéologie. Donc oui, tu as des rituels à l'intérieur des groupes aussi. Comme je disais, quand tu rentres dans un groupe aussi, souvent tu vas avoir comme une formation. Puis bon là, à partir de ta formation aussi, tu apprends des rythmes pour devenir meilleur. Mieux t'es aussi à l'intérieur des groupes armés, donc si tu tues plus de personnes ou si tu écoutes ton supérieur, si tu es fort, si tu es capable de courir, si tu manges moins, tu vas peut-être pouvoir accéder à un plus haut rang aussi à l'intérieur des groupes armés, puis à partir de là avoir plus de privilèges. Donc tu rentres dans le groupe puis tu es, disons, à la base, tu travailles bien en tant que groupe armé, ton fusil est toujours propre, tu es super bon, tu écoutes tes supérieurs. Peut-être que tu vas avoir un poste un peu plus haut après, puis après ça, c'est toi qui vas être responsable des nouveaux arrivants. Puis tu fais bien ça, peut-être que tu vas monter d'un poste puis devenir responsable de plus d'enfants, puis tu peux monter aussi jusqu'à devenir assez haut. Donc c'est aussi une raison pourquoi il y a beaucoup de travail puis il y a de la compétition aussi dans les groupes armés. On estime à environ 2 millions le nombre d'enfants tués dans les conflits armés ces 10 dernières années et à 6 millions pour ceux qui ont été gravement blessés. Les enfants soldats, après qu'ils soient sortis des groupes armés, donc la sortie des enfants des groupes armés peut se faire de différentes façons. Il y en a qui s'échappent bien sûr, il y en a aussi à la fin d'un conflit, quand les groupes commencent à se défaire, on prend ces enfants-là et on essaie de les amener dans des lieux plus sûrs pour des programmes du gouvernement, des programmes d'ONG pour essayer de travailler avec. Il y a aussi, durant des attaques, disons, où que tu as les groupes armés qui arrivent, puis des forces armées du gouvernement. Dans le conflit, souvent on va trouver les enfants, donc ces enfants-là, on essaie de les ramener aussi le plus vite possible. Les enfants soldats, normalement, quand ils vont sortir des groupes, les programmes du gouvernement ou les programmes des ONG sont souvent axés sur de l'aide premièrement médicale, donc le corps en tant que tel, donc les blessures qu'ils peuvent avoir subies, la malnutrition, le manque d'eau, la fatigue du corps tout court, parce qu'on s'entend que les conditions, si tu es en campagne pendant longtemps ou si tu es dans la jungle, les conditions pour ton corps, c'est extrêmement difficile. Tu as besoin de beaucoup d'aide psychologique aussi pour les enfants, et étant donné que les enfants ont vu des trucs qu'un enfant devrait probablement pas voir dans sa vie, ils sont traumatisés, ils ont la misère à retourner dans la vie normale. Côté cauchemar, on s'entend que les enfants soldats, c'est normal toujours se remémorer tout ce qui s'est passé. Côté pour les filles aussi, tu as toutes les questions de la santé sexuelle, si on peut dire. Il y a des filles, enfants qui vont être enceintes dans les groupes armés, qui vont avoir des bébés. Donc, quand tu as 15 ans, tu as un enfant, puis tu es dans le bois, peu importe, tu vas avoir besoin d'aide aussi. Il y a tout le côté de l'éducation aussi. Donc, les enfants soldats ont manqué d'éducation pendant tout ce temps-là. Donc, c'est de les remettre dans un pattern éducatif si possible, ou de faire une reprise à la vie normale. Donc, soit des formations aussi, ou plein de trucs. Donc, si on parle
des programmes qui viennent avec ça aussi, les traumatismes de l'enfant, tous les problèmes que l'enfant va vivre à l'intérieur des groupes armés. Durant la dernière décennie, plus de 10 millions d'enfants ont été traumatisés psychologiquement. La problématique des enfants soldats existe depuis très longtemps, mais c'est seulement en 1996 que le premier vrai rapport a été déposé. Depuis, plusieurs ONG, en plus des Nations Unies, combattent cette réalité.